Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire choix de Télémétropole pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News. À la une devant le Sénat américain, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que l'administration Trump envisage une posture de fermeté, y compris militaire, pour faire face à la montée en puissance des gangs armés en Haïti et dans la région caribéenne. Il qualifie la situation de facteur majeur d'instabilité et de risque migratoire pour son pays. Réuni ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant d'1 an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, tout en recentrant sa mission sur la sécurité, la transition politique et les préparatifs électoraux. L'ONU alerte sur la violence des gangs et presse pour la fin du Conseil présidentiel de transition au plus tard le 7 février prochain. À la une de ce jeudi, dossier TPS, la mobilisation s'intensifie pour les Haïtiens aux États-Unis. En Floride et dans plusieurs autres États américains, des défenseurs des droits des migrants plaident en faveur de la prolongation du statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens. Un dispositif essentiel tant pour les bénéficiaires que pour l'économie américaine, selon des experts en droit migratoire. Bienvenue au développement de ce journal. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mercredi devant le Sénat que l'administration Trump envisage une posture de force, y compris militaire, pour contrer les gangs armés en Haïti et dans les Caraïbes. Il les a qualifiés de menaces régionales et pour la sécurité des États-Unis, en raison de leur rôle dans les flux migratoires, le trafic de drogue et l'instabilité. Je cite: « La menace en Haïti est l'effondrement systémique. Ces gangs criminels contrôlent des territoires et menacent la formation d'un gouvernement. » Fin de citation. Lors de son audition au Sénat sur la politique en Amérique latine, il a ajouté que certains disposent d'un arsenal comparable à celui d'un État et que le leadership fort est indispensable pour stopper la violence, alors que le Conseil présidentiel de transition doit être dissous le 7 février sans ingérence de corrompus soutenant les gangs. Pour analyser l'évolution du narratif américain au sujet de la crise en Haïti, nous recevons sur le plateau le diplomate Pierre-Antoine Louis. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci infiniment de votre présence sur le plateau. Bonsoir, Dr Barthélemy. C'est toujours un plaisir pour m'avoir sur le plateau. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, déclaré pendant une séance devant le Sénat américain que les États-Unis prêtent pour intervenir militairement en Haïti pour combattre gangs. Maître Pierre-Antoine Louis, nous considérer position que les États-Unis étaient toujours gagné sous question. Qui ça, selon même, qui fait que jeudi un discours là il changé? Bon, avant de venir là, moi je fais une petite recherche. Dans le secrétaire d'État, dans porte-parole, j'en ai dit là en anglais, devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. J'en dis là. Mais ça, secrétaire d'État, je l'ai dit, mais ça le dit. Je ne vais pas même interpréter. Monsieur dit que la situation côté gang terroriste que les États-Unis déclaré organisation terroriste étrangère en Haïti est telle que il y a des armes qui sont assimilées à des armes que des États sont supposés gagner. Et que menace a demandé une réponse militaire. Mais ça, M. Rubio a dans tête, ce n'est pas pour le mener des troupes américaines là, mais c'est la force de répression des gangs qui a composé principalement de militaires, bien policiers et tout, mais principalement de militaires, qui viennent faire travail ça. Maintenant, est-ce que si nous arrivons à déployer, 2 février a fait 4 mois depuis que le Conseil de sécurité a transformé la mission multinationale d'appui à la sécurité en la force de répression des gangs, qui a commencé 2 octobre. 2 octobre, 2 février, ça fait 4 mois. Il ne peut pas déployer parce qu'il y a un problème. Donc, dans la tête, si on insiste vrai pour l'élection qui a fait année ça, je dis à 29 janvier, donc janvier pas compté, l'élection présidentielle dans l'État supposé faite dans fin août, 7 mois, et mes problèmes n'ont demeuré entiers. Donc, où est le problème non? Donc, on pression, est-ce que quelque part, si force de pression des gangs n'ont tardé à se matérialiser, ou bien le matérialiser, mais le temps d'acclimatation sur le terrain, ok? Et puis, ils ont bousculé,
est-ce que les États-Unis lui-même, en ce sens, je rencontre le président Trump qui n'a pas de problème pour changer d'avis, il va décider, peut-être que l'État suppose envoyer Delta Force pour aider à résoudre le problème. Mais, Jean, secrétaire d'État Rubio a parlé hier là, force militaire a parlé, c'est force de répression des gangs qui envoient de déploiement à supposer que rejoignent Kobla. N'empêche que il n'y a pas écarté possibilité pour ta une intervention militaire des troupes américaines en Haïti. C'est pas ça me demandé. Je ne sais pas c'est là où vous voulez aller. C'est pas ça me demandé. M'entendez une réponse militaire, mais une réponse militaire à travers la formule que la aujourd'hui. Maintenant, je ne m'attendais non plus que vous écarté catégoriquement que si ça n'a pas marché, vous allez venir avec des troupes des forces armées des États-Unis. Parce que vous reconnaissent, il dit ça tout, ils reconnaissent que danger est présent, ça a trop duré. Il mettait un pile problème pour Haïti, il menace également la sécurité régionale, dont les États-Unis. Donc maintenant, est-ce que monsieur a été assez soigneux dans le langage pour ne pas dire que les États-Unis vont mener des troupes là? Ça ne t'a pas parlé à ces forces de répression des gangs. Mais comme il a dit que si ça n'a pas marché, les États-Unis vont venir, on t'a supposé que si on est cohérent, à un certain point, il y a que Haïti vraiment basculé et que force de répression des gangs, soit le pas qu'à déployer, soit le déployer, il pas qu'à faire travail là, et que même peut-être il pas qu'à venir. On va penser que. Pas côté le dit, on pas faire ça. On va penser qu'il y a une réponse ça déjà. Là, nous tenu compte de force qui là depuis plus d'1 an, jusqu'à présent pas gagné de résultats qui tangibles, qui concrets. Donc est-ce que la réponse, je dis, il n'y a pas gagné? À force de répression des gangs, il n'y a pas gagné parce que force de répression des gangs qui suppose qu'il y a 5500 éléments militaires et de policiers pour déployer. Ça, et là, nous avons de mission multinationale là, justement, qui aujourd'hui est transformée en force de répression des gangs. Même problème, on a l'impression, problème est toujours entier. Tout à fait. Problème Kobla, contribution volontaire pour déployer, pour les questions de personnel. Pendant qu'on a parlé là aujourd'hui, personne n'a dit que Kobla là. Et le président Trump, l'administration Trump, pas enclin pour le bail comme ça. D'ailleurs, l'administration Trump doit l'Organisation des Nations Unies $1,5 milliard pour les opérations de maintien de la paix que le deal pas payé. Donc, Kounia, les États-Unis les mêmes politiques, c'est pour l'autre pays aider mettre Kobla. Canada met ton monnaie, l'Allemagne met ton monnaie, la France met une petite monnaie dérisoire. Les États-Unis pour dire combien la mettait. Je dis à là, pas suffisamment de cob pour force de répression des gangs pour les déployer sur le terrain. Oh, le bureau des Nations Unies de soutien à la mission multinationale d'appui, à la force de répression des gangs, on va remarquer que le bureau ça pour constituer. Jeudi, le Conseil a réuni pour voter sur une résolution pour la suite du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, parce que le mandat a fini le 31, samedi. Mandat minuit. Et là encore, ça demande de l'argent. Et pour après, il y a un problème là de un paquet de groupes alphabétiques qui ont établi sur le terrain, bureau de soutien des Nations Unies en Haïti, bureau intégré des Nations Unies en Haïti, gang, force de répression des gangs, groupe permanent de partenaires sont sous. Je suspecte quelque part, dans la réflexion que nous avons faite, sans ne pas dévoiler sur le terrain, la stratégie de défense des États-Unis vient tout juste d'être publiée, encore mettre en phase sur l'hémisphère occidental. Je suspecte quelque part, ils veulent commencer à préparer les esprits que si ça a essayé de faire là pas marcher, peut-être que les États-Unis, qui ne peuvent les bagages à continuer en Haïti, où il y a pris sanction contre 5 dans le Conseil présidentiel de transition, contre le ministre. Donc, où tu as supposé que éventuellement, si tout ça n'a pas marché, c'est la vérité, que les États-Unis font travail à lui-même. Est-ce que déclaration ça, je dis, on n'a pas qu'à mettre dans le contexte, actualité politique, là, dans le moment? Pour qui ça, nous avons tenu compte de soutien public de communauté internationale, là, notamment les États-Unis à Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Est-ce que déclaration ça, n'est pas faite sciemment pendant que vous connaissez dans la conjoncture politique actuelle que nous avons? Nous avons plus assimilé support que vous déclarez, rappelez-vous, vous avez déclaré support au président Jovenel Moïse, Ariel Henry, n'est-ce pas? Oui, mais là, aller jusqu'à sanctionner des membres du Conseil présidentiel de transition. Oui, parce que au bouquet, mais le pays ne peut supporter le monde, il supporte le pays. Vous savez, là, Alexis Didier Fils-Aimé, Premier ministre, je dis, il faut aller suffisamment perspicace pour le comprendre.
l'éphémère. Haïti permanent, les États-Unis permanents, il y a toujours une relation. Donc, l'idée, c'est pour le résultat. Et moi-même, si j'étais Alexis Djefizebe ou n'importe quel premier ministre, je ne vais pas pleurer que les États-Unis supportent. Les États-Unis supportent pendant le support là, jusqu'à ce qu'ils ne pas supportent encore. Et pour nous capables de finir, on nous regarde rapidement, on dit que tu as gagné justement des militaires en intervention militaire des États-Unis qui viennent en Haïti. Qui probabilité de réussite, qui probabilité tout carrément de réalisation de telle initiative? Probabilité de réussite pour moi, ok, pas une catégorie. N'a pas un petit bagage quelqu'un pas réussi. Probabilité de réussite pour moi 98%. Je vais expliquer. Si les États-Unis viennent avec une force spéciale à partir d'une évaluation côté Mounio, right? Il va en venir. OK, il y a le point Maduro, il y a contre Maduro, il y a un drone en permanence, il y a allé avec 152 avions. OK, il y a tout 32 Cubains, il y a tout en quarantaine de Vénézuéliens. Il y a même un pilote qui prend une balle, parce qu'il tire sur l'hélicoptère, prend une balle dans le pied. Blessé léger. Donc, si il y a venu, il y a fait une évaluation de qui côté Mounio, qui ça Mounio dans le combien il y a tant de Mounio, puis on connaît à la minute près en temps réel côté Mounio. Donc, si il y a venu à ça pour venir. Et si il vient à ça pour venir, attendons à ce que un paquet de soldats qui dit qu'il ne va pas venir mourir pour Mounzao. Donc, il y a venu avec ça pour venir pour faire travail là. Moi-même, pour moi-même, ça me connaît des forces armées des États-Unis, 2, maximum 3 semaines finies pour finir ça. Maître Pierre-Antoine Louis, merci infiniment pour l'éclairage. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité mercredi une résolution prorogeant d'1 an jusqu'au 31 janvier 2027 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Présenté par les États-Unis et le Panama, le texte recentre la mission sur ses fonctions essentielles, bons offices pour les préparatifs électoraux, appui au gouvernement haïtien dans la conception de programmes de désarmement et réintégration des membres de gangs capturés et collecte des données détaillées sur la situation sécuritaire. Le Conseil exprime son inquiétude face à la persistance de la violence des gangs, au manque de progrès dans la transition politique et au risque d'effondrement institutionnel. Il insiste sur la dissolution du Conseil présidentiel de transition au plus tard le 7 février 2026, sans ingérence d'acteurs corrompus pour ouvrir la voie à un gouvernement élu. Le bureau du rapporteur spécial pour la liberté d'expression de l'Organisation des États américains a exhorté mardi les autorités haïtiennes à abroger le décret adopté en décembre dernier relatif aux crimes de presse, estimant qu'il porte gravement atteinte à la liberté d'expression. Dans une note rendue publique le 28 janvier 2026, le bureau rattaché à la Commission interaméricaine des droits de l'homme considère que ce texte fragilise le débat démocratique et favorise l'autocensure des médias par crainte de poursuites judiciaires. Face au risque que fait peser ce décret sur la liberté d'expression, le bureau appelle explicitement à son abrogation et demande aux autorités haïtiennes de garantir pleinement ce droit fondamental. Parallèlement en Haïti, Maître Patrick Laurent déplore le manque de débat sur la question. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il a invité les mécontents de ce décret du CPT à formuler des propositions pour corriger les dérives dénoncées. Soulignons que l'Association nationale des médias haïtiens ANMH a dénoncé il y a environ 2 semaines le caractère liberticide de ce décret. Elle a défini qui comportement que est capable de considérer comme délit de presse. Premier chose qu'on a considéré comme délit de presse, c'est décret, article 8 là. Diffamation. Injure. 3. Propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public ou à susciter la violence ou la haine à l'encontre d'autrui. Ou qu'on information ça n'est pas bon. Et ou pas information ça quand même
par exemple, on entend des médias à un certain moment. Oh, manifestation là, descend là, mais on va le bouler le Parlement. Alors que la manifestation pas quand même Camper. Mais c'est comme si je dit, présentateur, tout indiqué et manifesteur, là nous prenons la rue. Mais ça pour nous faire. Ce qui veut dire, tout ça, yo considéré comme délit de presse. Alors, si nous avons dit pour tout auditeur là, après propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public ou à susciter la violence ou la haine à l'encontre d'autrui, cyberharcèlement, entendu comme tout acte répété par voie électronique visant à troubler la tranquillité ou porter atteinte à la dignité d'autrui, le discours haineux, défini comme toute incitation à la violence, à la discrimination, à la haine fondée sur la race, couleur, sexe, religion, opinion ou appartenance politique. Vous connaissez, bon, ici, nous faisons ça en pile, alors ça, nous ne pas prendre attention à ça. En général, si tout le monde qui a fait politique, le plus souvent, il y a une victime de ça. Si on a tel parti politique, et puis, il y a des discriminations qui sortent sur le parti politique. Ça. On a des gens qui sont qualifiés de rat par exemple, comme ça. Donc, nous, on a la pression. Parce que le parti politique, ou la tête calée, ou c'est comme si on a dit, depuis qu'on a signé avec ça, avec moun ça, c'est des bagages dégradants. Alors, on a tout dit dans le texte là. Et il y a un peu de ça. Non seulement sexe, religion, tout fait le numéro le bout, il y a l'opinion ou l'appartenance politique. Donc, ça veut dire qu'il y a son nègre discriminé, son homme a joué parce que, ou son membre, un parti politique ou son groupement parti politique, ça, c'est à considérer. Autre point de l'actualité, le ministère des Travaux publics, à travers sa cellule énergie, a organisé jeudi un atelier réunissant des décideurs publics, des experts nationaux et internationaux, entre autres, autour des grands enjeux du secteur énergétique haïtien. Cette initiative constitue une étape stratégique importante dans le processus de refondation du secteur, en prélude à l'organisation des États généraux du secteur de l'énergie Horizon 2050. Cet atelier de réflexion vise notamment à renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie, définir une feuille de route stratégique 2025-2030 et à harmoniser les engagements des acteurs publics et privés selon Léonidas Pierre Davoust, coordonnateur de la cellule de l'énergie. C'est un compte-rendu de Riti Fortuné. Des acteurs largement issus du ministère des Travaux publics et des partenaires se sont réunis pour discuter de l'avenir énergétique du pays, au-delà des cycles politiques et des urgences immédiates, dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route 2027-2032. L'idéal serait de transformer l'énergie qui apparaît comme un défi permanent en un levier de souveraineté et de prospérité pour le pays, soulignent certains responsables. Nous avons un potentiel énorme. En Haïti, nous avons 5,5 heures d'ensoleillement en moyenne. Alors, là, je dis ensoleillement effectif. Tu vois, ça veut dire que l'on fait dimensionner par exemple des systèmes. Et en termes d'énergie solaire, nous avons 5,5 heures. Par comparaison, l'Allemagne a 3 heures seulement. Donc, vous voyez quelle richesse nous avons. Et l'Allemagne, c'est quand même une champion européen. C'est quand même une champion européenne dans l'utilisation d'énergie solaire. Donc, alors que nous-mêmes, nous avons un gisement qui est plus important. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à sortir de là. D'ailleurs, le développement technologique permet d'exploiter mieux qu'il y a 10 ans l'énergie solaire. Un contexte de crise qui a poussé les autorités à élaborer un plan national du secteur de l'énergie pour les 5 prochaines années. Ainsi, dans le domaine de l'électricité, les efforts seraient concentrés sur une amélioration du service offert par l'EDH. Ces efforts se traduiraient par une amélioration des services minimums d'électricité dans tout le pays et de meilleures conditions d'achat d'électricité avec les producteurs privés en protégeant les intérêts des deux parties. Il faut te dire que la cellule énergie, qui est une unité de gestion de projet, en fait, c'est ça lié, nous avons un service d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que nous ne pas faire des projets pour faire des projets. Il y a toute une planification en amont qui peut permettre nous justement garantir l'engagement des parties prenantes. Ça nous est l'engagement des parties prenantes, dont les populations bénéficiaires. Ça veut dire que, que côté nous-mêmes, nous implanter des projets, les populations sont pleinement conscientes, non seulement conscientes, sont au courant de ce qu'on a fait là et ont participé là-dedans. Dans le domaine des énergies non électriques,
Le plan prévoit l'utilisation plus efficace du charbon de bois et du bois de feu, ainsi que des énergies de substitution ou encore la conversion au diesel, au biodiesel d'un millier de petites entreprises utilisatrices de bois comme source d'énergie. Des projets initiés dans plusieurs régions du pays offrent déjà des satisfactions, se réjouit Léonidas Pierre Davous, coordonnateur de la cellule énergie au sein du MTPTC. Par exemple, le projet de concession dont parlait le Dr Calix sur les 10 régions d'Haïti, c'est des projets côté les municipalités eux-mêmes, ils porté côte par eux, par exemple, mettre à disposition des terrains qui permettent de recevoir centrales solaires. Donc juste pour te dire qu'effectivement, soit dit là, nous traitons. D'ailleurs, les financements internationaux, ça c'est un prérequis que mando avant même que financer le projet, tu vois. Donc c'est pour te dire que nous sommes en plein là-dedans. Renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie, définir une feuille de route stratégique 2025-2030, harmoniser les engagements des acteurs publics et privés, tels sont quelques-uns des objectifs de cet atelier organisé par le ministère des Travaux publics. À la longue, le MTPTC veut fédérer l'ensemble de la nation, l'État, le secteur privé et la société civile autour d'un projet énergétique commun et engageant. Entre janvier 2025 et janvier 2026, la demande de soins a augmenté de manière significative dans les centres hospitaliers du pays, a constaté le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Bertrand Sinal. Selon ses observations, les cas d'accouchement ont explosé, notamment à la frontière avec la République dominicaine, où des soins d'urgence sont fournis gratuitement aux femmes enceintes. Malgré la suspension de l'aide internationale par l'État américain, le système de santé local se porte bien, a affirmé le docteur Sinal, précisant que les actions menées par le MSPP sont désormais financées à 98% par le Trésor public. Un compte-rendu signé Garbijan et Guy Trichoisi. Depuis 2 ans, l'État haïtien peine à relocaliser la plus grande infrastructure hospitalière du pays après son pillage par les gangs. Une tentative de réouverture a même tourné au bain de sang, causant la mort de 2 journalistes, d'un policier et la révocation du ministre de la Santé, Dukenson Lorté Blema. Son successeur, le docteur Bertrand Sinal, préfère parler depuis d'une relocalisation provisoire. Réquisition aller dans finance déjà, m'attend chèque la sortie, chèque la pas sorti de moins. Une fois une sortie, nous allons relocaliser temporairement l'hôpital général. Moi dis temporairement parce que même si sécurité est rétablie en bas la ville là, n'a prend environ 18 mois à 24 mois pour entrer en dedans l'hôpital général. Les activités criminelles ont également causé d'importants dommages au centre de santé communautaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, a-t-il expliqué. La réponse du ministère de la Santé publique et de la Population sera prompte, promet le ministre. Dans l'Ouest, réouverture progressive plusieurs centres restrictifs santé qui fermaient ou soit vandalisés à cause groupe Negazamio. Centre santé Solino, nous sommes actuellement, centre santé Bel Air, nous commençons à réhabiliter, centre santé La Saline, centre santé Béthanie, lui-même lui commence à faire accouchement. Sinal Bertrand évoque notamment des actions menées pour faciliter l'accès aux médicaments et aux intrants fragilisés en raison du contrôle des routes nationales par les gangs et l'interruption des vols internationaux sur Port-au-Prince. Dans le premier temps, nous voyons 4 conteneurs 40 pieds dans la Côte-Iguave. Il y en a dans le Sud, il y en a dans la Gandance, il y en a dans Nip, il y en a dans le Sud-Est. Dans le deuxième temps, nous voyons 5 conteneurs 40 pieds dans la cour La Tibonite, dans la cour Gonaïve, il y en a pour la Tibonite, il y en a pour Nord-Ouest, il y en a pour Plateau Central, il y en a pour Nord-Ouest, il y en a dans le département Nord. Les autres réalisations mentionnées concernent la construction et la rénovation de centres de santé à travers le pays. Selon le titulaire du MSPP, plus d'une vingtaine de structures de santé sont en plein chantier alors que d'autres ont déjà été inaugurées. Moi, je voulais préciser que la construction HCR Wana maintenant, qui est important pour nous, il va le lancer très bientôt et m'a invité. En termes simples et directs, nous arrivons à intervenir sur plus passer une trentaine de projets de construction et réhabilitation à travers le pays. Toutes ces actions menées sont financées à plus de 98% par le Trésor public pour pallier l'arrêt de l'aide américaine en matière de santé. Depuis des années,
Les organismes de défense des droits humains ne cessent de dénoncer la violation systématique du droit à la santé des Haïtiens. Une trentaine d'établissements de santé ont été contraints de fermer leurs portes à cause de l'insécurité. Dossier TPS pour refermer la page nationale de Metro News. La mobilisation s'est renforcée en Floride et dans plusieurs autres États américains pour obtenir la prolongation du statut de protection temporaire TPS accordé aux ressortissants haïtiens. Selon l'avocat spécialisé en droit migratoire Frandelé Denis Julien, l'économie de nombreux États des États-Unis dépend largement de la main-d'œuvre étrangère bénéficiant du TPS, notamment dans des secteurs clés tels que la construction, l'agriculture, la santé ou les services. Maître Julien s'est par ailleurs dit confiant quant à l'issue des actions en justice engagées pour obtenir une prolongation du dispositif. Il a toutefois rappelé que la situation reste source d'une profonde angoisse au sein de la communauté haïtienne vivant aux États-Unis. Les juste rappeler ça que l'administration prétend que l'on pas connaît, à savoir que dans plusieurs États aux États-Unis, si aucun petit pièce là, il a parlé de États tant que la Floride, n'a parlé tant que New York, n'a parlé tant que Californie, Georgie, tout État ça yo et d'autres. Sous qu'un petit pièce là pour Haïtien jodi à la économie tout État ça yo a affecté très sérieusement et non seulement ça tout, les plus vulnérables qui c'est moun qui les personnes âgées par exemple, yo pral affecté particulièrement parce que Haïtien ont une présence très forte dans prend soin moun sa yo, hôtellerie, dougen construction, agriculture, ce sont des secteurs clés et le yo te vin avec plan Trump dans l'immigration, te go composante que nèg yo te ou songe que Elon Musk était très proche de monsieur et plan nèg yo ou après que Elon son échec total que lié ba Doge là mais une des composantes que monsieur te dit nèg yo c'est que y a développé technologie pour remplacer moun yo le temps que arrive sou yo pour yo voyo aller mais ce n'est pas le cas. Donc jodi a la li clair pour tout secteur yo ba ou après fait en Floride là ou gen archevêque Wensky qui c'est archevêque dans toute zone là qui couvre 3 comtés ou gen directeur l'hôpital ou gen magistrat Miami-Dade County tout le monde ça yo campé pour dire que li pas possible pour que yo voye moun yo aller et gan pile lobby qu'a fait auprès du gouvernement tout en plus de ça qu'a fait dans le tribunal. Archevêque ça me qu'a parler c'est un monde qui proche nous, qui familier à communauté haïtienne non? Très proche de Haïti qui lui-même promouvoir curé prêtre haïtien yo dans des positions clés qui parle créole tellement que monsieur conservé de correcteur créole dans le journal haïtien. Qui ça peut dire encore? Alors, est-ce que c'est la même situation pour l'autre monde maintenant qui parle parce que non, absolument pas. Il y a des gens qui étaient là, qui c'est responsable hôpital, il y a des gens qui c'est chambre de commerce, qui pas forcément, qui pas parler créole, etc., mais qui conscient de l'impact que yon fin de TPS a gagné sur communauté, pas même dit communauté haïtienne dans seulement non, parce que communauté haïtienne c'est sûr que ou gen pile moun la qui a acheté caille ou gen moun qui gen toutes sortes de ancrage qui gen petit qui fait aux États-Unis qui pas ka quitter petit yo derrière et faut dire que yon nan communauté que frappe en pile en Floride c'est Nicaragua et actuellement gon gros crise côté que gon bande ti moun qui rete derrière alors que parents yo déporté. Donc toute crise ça c'est une composante yo sous ta va fini ti pièce là que commence à déporter haïtien ou gon série de ti moun là qui get 8 ans, 9 ans, 13 ans, 6 ans et yo même qui pas jamais connaît Haïti, yo pas quitter au derrière, il pas poser une gros crise tout. Donc son situation très sérieux qu'a développé là, bien que nous connaissons que et débat qu'a fait dans le tribunal là qui ba espoir, mais vraiment pas quoi tremblement de terre là t'es affecté communauté à Jean menace fin de TPS là mettez moun yo dans angoisse jodi à là. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des titres devant le Sénat américain. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que l'administration Trump
envisage une posture de fermeté, y compris militaire, pour faire face à la montée en puissance des gangs armés en Haïti et dans la région caribéenne. Il qualifie la situation de facteur majeur d'instabilité et de risque migratoire pour son pays. Réuni ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant d'1 an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, tout en recentrant sa mission sur la sécurité, la transition politique et les préparatifs électoraux. L'ONU alerte sur la violence des gangs et presse pour la fin du Conseil présidentiel de transition au plus tard le 7 février prochain. Dossier TPS, la mobilisation s'intensifie par les Haïtiens aux États-Unis. En Floride et dans plusieurs autres États américains, des défenseurs des droits des migrants plaident en faveur de la prolongation du statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens. Un dispositif essentiel tant pour les bénéficiaires que pour l'économie américaine selon des experts en droit migratoire. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.